Donc tout d'abord, je vous présente encore, même si on est le 1er février, donc mes voeux pour cette nouvelle année 2024. J'espère que ça sera pour vous tous une année d'accomplissement, tant sur le plan personnel, mais également professionnel. Alors, donc, comme vous le savez, donc je fais maintenant des modules depuis environ 2 ans, je crois à peu près, sur des thèmes divers et variés, avec des thèmes donc plus ou moins techniques, voire certains très techniques, comme la dernière formation sur les opérations de haut de bilan, où ça a été sportif tant pour vous que pour moi. Alors là, je vous présente donc aujourd'hui le module de la loi de finances pour 2024. N'hésitez pas à réagir. Alors, je ne pense pas que ce module-là va durer précisément 2 heures comme d'habitude, parce qu'on ne présente que certains dispositifs. Et donc, voilà, je pense qu'on pourra terminer à midi dans les délais qui nous sont impartis. Alors, concernant la loi de finances, donc j'ai décidé donc tout d'abord de vous présenter quelques mesures qui ont été adoptées, parce qu'on peut pas tous les appréhender. Je m'aperçois, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou Madame qui ne me connaît pas, donc je suis docteur en droit, plus particulièrement donc docteur en droit fiscal, où donc j'ai pu réaliser une thèse sous la direction du professeur Benoît Delaunay, le trust en droit fiscal comparé et international. Et je suis assez heureux, on m'a contacté pour participer à un colloque universitaire au Canada concernant les problématiques liées à la fiscalité des trusts, mais d'un point de vue purement anglo-saxon, et voilà, en extrayant du point de vue qu'on peut avoir au niveau français. En plus de cette activité, donc je suis professeur donc de recherche, je suis professeur affilié à l'ESCP sur la partie fiscale. Je donne également des cours en finances publiques à l'université de Cergy-Pontoise, et j'ai intégré, donc je vais prêter serment pour devenir définitivement également avocat à partir du mois d'octobre. Voilà un petit peu ma carrière professionnelle pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, comme je vous l'ai dit, on va donc présenter un certain nombre de mesures. On ne va pas toutes les présenter euh, parce que l'idée sera impartie, puis certaines ne concernent un peu moins nos clients, donc on peut dire. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'en présenter que quelques-unes. Alors, donc la loi de finances a été publiée au journal officiel le 30 décembre 2023. Et il a été adopté, comme vous le savez, après plusieurs engagements de responsabilité de gouvernement. En effet, un certain nombre de mesures qui avaient été donc adoptées initialement ont fait l'objet d'amendements, ont fait l'objet de retouches entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et on comporte donc désormais 120 dispositions. 120 dispositions au point de vue fiscal ont été prises dans le cadre de cette loi de finances pour 2024. Donc, je vais en présenter à peu près une bonne vingtaine sur ces 120, et celle, encore une fois, qui nous concerne le plus. Alors, donc là, j'avais fait la présentation du projet de loi de finances au moment de son élaboration, quand on faisait voilà, nos formations sur les opérations de haut de bilan. Et je rappelle un petit peu le contexte concernant donc ce projet de loi de finances. L'exécutif donc a tablé donc ses prévisions de croissance au titre de l'année 2024 à hauteur de 1,4%, sa prévision pour 2024, contre 1,6 précédemment. Et on a une divergence entre la France et l'OCDE dans la mesure où l'OCDE estime que la croissance au titre de l'année 2024 pour la France sera de 1,2%, et le FMI, lui, estime que notre croissance sera quant à elle de 1,3%. Par ailleurs, on a eu les chiffres hier
du produit intérieur brut, du PIB au titre de l'année 2023. Et il ressort en fait que notre PIB a été de 0,9%, sauf erreur de ma part, au titre de l'année 2023. Nous avons, dans le cadre de cette loi de finances, un objectif de réduction de la dette publique, de la dette qui s'élèverait à 1,8% du PIB en 2027 contre 9,7% en 2024. On tient à noter également que l'inflation, qui a eu des répercussions sur la loi de finances, a des prévisions, donc l'inflation a été de 3,9% au titre de l'année 2023, donc qui est voilà, le taux de l'inflation donc, donc, est fortement en baisse par rapport à l'année 2022, dont le montant était de 5,2% en 2022. Bruno Le Maire, dans le cadre de ce projet de loi de finances, a un triple objectif. Triple objectif, c'est le pouvoir d'achat des ménages, en premier lieu, réduction de la dette publique, en second lieu, au rétablissement de nos finances publiques, et enfin, l'investissement dans le régalien. Voilà les objectifs du gouvernement dans le cadre de ce projet de loi de finances. Nous avons également un objectif du gouvernement de réaliser 16 milliards d'euros d'économies avec la suppression donc, progressive du bouclier tarifaire pour l'électricité, un certain nombre de réductions de dettes aux entreprises et la politique de l'emploi qui est une source d'économie. Enfin, nous avons également des budgets au titre de la loi de finances qui a été augmentés. Et ce sont les postes régaliens avec le régalien, l'armée, la police, la justice, la transition écologique également, et enfin les postes de budget qui augmentent dans l'éducation et la formation. Alors, dans la page suivante, je vous présente donc généralement donc, le calendrier du projet de loi de finances pour 2024, avec en premier examen donc, la partie du projet de loi de finances et en deuxième partie, la partie du examen de la seconde partie à partir du 24 novembre. Mais comme vous le savez, le projet de loi de finances a été voté après dans le cadre de 49.3 qui a été pris par le gouvernement. Alors, je vous rappelle donc brièvement dans les slides suivants donc, quels sont les processus à respecter concernant le projet de loi de finances. Mais encore une fois, là, le gouvernement a engagé sa responsabilité pour que le projet de loi de finances soit voté sous peine en fait, de ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale et également au Sénat. Alors, on va donc étudier donc maintenant chacune des mesures qui ont été prises dans le cadre de cette loi de finances. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Et on va poursuivre donc, les mesures au travers des différents de différents thèmes, que ce soit la société, les personnes physiques, la TVA, l'IFI, les impôts locaux. On va voir quelles sont les mesures principales qui ont été prises dans ces différents chapitres que je vais aborder. Donc tout d'abord, on va étudier la loi de finances pour 2024 en ce qui concerne les sociétés. En ce qui concerne les sociétés, on n'a pas, alors c'est le constat que j'ai pu faire, on n'a pas eu vraiment de mesures que je créerais d'importantes qui ont pu être prises dans le cadre des sociétés. Il y a une mesure qui m'a particulièrement intéressé, qui m'a particulièrement frappé, ce sont les mesures prises aux jeunes entreprises innovantes que l'on va étudier à l'instant même. Donc, concernant les mesures qui ont été prises par
les mesures qui ont été prises au niveau des sociétés. On va étudier donc tout d'abord les zones d'entreprises innovantes, qui est la mesure phare, encore une fois, sur les sociétés, les activités agricoles, les crédits d'impôt pour l'investissement de l'industrie verte, les crédits d'impôt jeux vidéo, qui sont limités dans le temps, le crédit d'impôt théâtre et également le crédit d'impôt relatif au spectacle de cirque. Alors, euh, la mesure phare, au niveau au niveau des sociétés, c'est l'existence d'un nouveau statut des jeunes entreprises. Des jeunes entreprises. Dans ce qui intéresse, la notion de jeunes entreprises qui est particulièrement intéressante. On nous donne en fait une nouvelle définition, un nouveau statut de ces jeunes entreprises innovantes. Néanmoins, comme on va le voir, nous n'avons plus du tout aucune exonération d'impôt sur les bénéfices relatifs à ces créations de jeunes entreprises innovantes. Alors, conformément donc aux dispositions de l'article 44 de la loi, c'est la définition en fait de la jeune entreprise innovante. Il y a un nouveau statut qui a été donné. Et ce sont les entreprises qui réalisent entre 5 et 15% de dépenses de recherche et de développement. De 5 à 15% de dépenses de recherche et de développement, et qui remplissent par ailleurs les conditions qui sont définies par décret pour être qualifiées d'entreprises à fort potentiel de croissance. Donc, deux conditions d'application, donc, qui sont données par la loi de finances au titre de l'année 2024. Ce sont les entreprises qui réalisent entre 5 et 15% de dépenses de recherche et de développement, et enfin qui sont qualifiées de fort potentiel de croissance et qui vont pouvoir bénéficier de cet avantage. Alors, ces dispositions donc, sont à compter du 1er janvier 2024 et on va s'apercevoir, donc c'est ce que je vais vous expliquer après, qu'il va y avoir deux régimes au point de vue fiscal qui vont s'appliquer. Mais en premier lieu, cette catégorie de jeunes entreprises innovantes n'affecte pas les jeunes entreprises universitaires, les JUI, qui n'est pas soumise à la condition relative à l'importance des dépenses de recherche. Alors, ce régime, donc ce nouveau statut a été créé. Néanmoins, on a mis fin, et c'est là où on a vraiment, donc c'est pourquoi je la qualifie de mesure importante au niveau des sociétés, c'est qu'on n'exonère plus, on a mis fin à l'exonération d'impôt sur les bénéfices. En effet, l'exonération d'impôt sur les bénéfices est supprimée pour les jeunes entreprises innovantes qui sont créées à compter du 1er janvier 2024. On crée un statut, mais par contre, on exonère d'impôt sur les bénéfices. Ce qui, en conséquence, en fait, aboutit à ce qu'il y ait deux régimes fiscaux qui s'appliquent pour les jeunes entreprises innovantes qui remplissent aux conditions d'application, les jeunes entreprises innovantes qui ont été créées avant 2024 et les jeunes entreprises innovantes qui ont été créées après 2024. Les jeunes entreprises innovantes qui ont été créées avant 2024 peuvent bénéficier d'une exonération totale des bénéfices. Exonération totale des bénéfices la première année, suivie d'une période d'abattement de 50% de 12 mois chacun. Et ces avantages s'appliquent à des exercices bénéficiaires qui ne sont pas forcément consécutifs. En revanche, les entreprises qui ont été créées après le 1er janvier 2024 ne peuvent plus bénéficier de cette exonération. Donc, véritablement, en premier lieu,
Donc, les entreprises, les jeunes entreprises innovantes qui ont été créées avant le 1er janvier 2024, qui vont pouvoir bénéficier de ces exonérations d'impôt sur le revenu la première année d'un abattement de 50% sur les années suivantes. Et, les entreprises qui ont été créées après le 1er janvier 2024 qui ne peuvent plus bénéficier de ce régime de faveur, de cette exonération. Néanmoins, les exonérations qui étaient prévues en matière d'impôts locaux et de cotisations sociales s'appliquent également aux nouvelles jeunes entreprises, au GEI, GUEC, donc à toutes ces nouvelles entreprises, ces jeunes entreprises de croissance, vont pouvoir, quand bien même ils ne peuvent plus bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, bénéficier d'une exonération d'impôts locaux et également de cotisations sociales. Et c'est l'article donc 69, plus précisément, qui pérennise cette exonération de cotisations sociales. Également, comme vous pouvez le voir, ces jeunes entreprises donc innovantes permettent des réductions d'impôts à la fois sur l'IR, au titre de l'IR, comme on pourra le voir tout à l'heure, avec une réduction de 30% dans la limite de 75 000 euros et qui est doublée pour le foyer fiscal, et une réduction de 50% dans la limite de 50 000 euros maximum, doublée encore une fois pour le foyer fiscal, pour le foyer qui est qualifié de renforcé. Donc, c'est la seule, encore une fois, mesure qui impacte véritablement les sociétés, qu'elles soient soumises donc à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Concernant également la suite, nous avons les activités agricoles. Donc ça, c'est une deuxième mesure au niveau des sociétés. Donc, 3 mesures sont prises pour revaloriser à compter du 24, de l'année 2024 certains seuils concernant les activités agricoles. En premier lieu, nous avons le plafond annuel de la déduction pour l'épargne de précaution qui est réévalué. En second lieu, nous avons des seuils spécifiques aux activités agricoles sont créés pour l'exonération des plus-values en fonction des recettes. Et enfin, la limite d'application du régime des micro-BA, bénéfices agricoles, est également relevée. Nous avons ensuite autre crédit, c'est le crédit d'impôt dans l'industrie verte. En effet, les entreprises, afin d'encourager donc l'énergie verte, ce sont des mesures au point de vue écologique qui sont prises. Eh bien, des investissements qui sont effectués dans la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve néanmoins de l'autorisation par la Commission européenne, bénéficient d'un crédit d'impôt à hauteur de 20 jusqu'à 40% selon la taille de l'entreprise et la localisation des investissements, dont la demande d'agrément est déposée à compter du 23 décembre 2023 et délivrée le 30 au plus tard le 31 décembre 2025. Donc, on a une volonté du gouvernement d'aider les entreprises à investir dans le cadre de l'industrie. Alors, des choses un peu plus, qui ne va pas concerner toutes nos entreprises, c'est l'existence d'un crédit d'impôt qui est mis en place concernant la création de jeux vidéo. En effet, donc c'est l'article 55 de la loi de finances pour 2024 qui instaure un bornage dans le temps du crédit d'impôt et qui est prévu à l'article 221-10 du Code général des impôts, dont peuvent bénéficier les entreprises de création de jeux vidéo qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou temporairement exonérées.
donc pour les jeux vidéo, mais de manière quand même assez spécifique. Également, autre crédit d'impôt qui a été renouvelé, ce sont les crédits d'impôt en faveur des représentations d'œuvres d'art dramatique et qui étend ce dispositif-là, extension du domaine, aux représentations de cirque. Représentation de cirque. Est-ce que vous avez des questions? Non, alors, pas pour le moment. Pas pour le moment? Non, donc merci. voilà, donc vous vous apercevez en fait qu'au niveau, au niveau des sociétés, voilà, à part le nouveau statut des jeunes entreprises innovantes et la fin de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices plus précisément, il n'y a pas eu de réforme, il n'y a pas eu de mesure euh, importante voilà, qui aurait voilà, qui ont été prises au titre de ce projet de loi, de la loi de finances au titre de l'année 2024. Alors maintenant, alors là, c'est projet, c'est pas loi de finances, c'est projet, donc j'ai peut-être fait la posteriori. Donc, loi de finances pour 2024 en ce qui concerne les personnes physiques. Donc, on va parcourir des slides, des schémas que je vous ai montrés avec les barèmes, la revalorisation du taux, les retenues à la source, les déductions de frais professionnels des salariés également, l'aménagement du PASS. On va voir également, donc, comme je vous l'ai expliqué juste auparavant, les crédits et réductions d'impôts dans le cadre du dispositif IR et PME. Le démanurer revient également, qui est dans le dispositif est prolongé. On va se poser également la question des bornes électriques. Les dons pour les édifices religieux. Voilà la PAC, PEAC, qui a été créée également. Et enfin, le prolongement de la loi Elan. Voilà donc tout ce qu'on va parcourir dans le cadre de la loi de finances en ce qui concerne les personnes physiques. Donc, dans le cadre de la première slide, donc, comme vous pouvez le voir, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, donc revenus qui ont été donc de l'impôt sur le revenu 2023, donc on va faire les déclarations d'impôt sur le revenu en mai 2024, ont été revalorisés à 4,8%. Le taux de prélèvement à la source du PASS était individualisé également à compter du 1er janvier 2025 pour les couples qui sont soumis à une imposition commune à partir du 1er septembre 2025. À la slide suivante, vous pouvez donc voir la revalorisation du barème progressif de l'impôt sur le revenu jusqu'à 10 294 € lorsque vous êtes une personne seule, vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur le revenu et la tranche marginale d'imposition à hauteur de 45%. Vous êtes soumis donc à la tranche marginale d'imposition de 45% dès lors que vous avez un revenu net imposable qui est supérieur à 177 106 €. Le quotient familial également, donc l'application du quotient familial à la slide suivante est fixée pour les montants suivants de 1 759 € pour chaque part additionnelle et pour chaque quart de part additionnelle 880 €. Également, pour l'imposition des revenus 2023, donc nous avons la limite de déductibilité des pensions qui sont versées à des enfants majeurs qui augmente à 6 674 €. Également, dans la slide suivante, nous avons donc une déduction forfaitaire professionnelle de 10% avec un minimum qui est
pour les salariés, bien évidemment, un minimum qui est de 495 € et dans le plafond est de 14 171 €. Nous avons également un abattement de 10% sur les pensions. Le minimum, c'est de 442 € et le plafond maximum, c'est de 4 321 €. Donc, cela s'applique également, ouais, donc ça s'applique bien sûr pour les salariés et également les gérants et associés de personnes qui sont visées à l'article 62 du Code général des impôts. Également, les retenues à la source, lorsque vous avez des personnes qui travaillent en France, mais qui sont qualifiées de non-résidents fiscaux de France, ou lorsque vous avez des pensions qui sont perçues par des personnes non résidentes fiscales de France, vont être soumis à des retenues à la source qui sont de 3 tranches, donc de 0% jusqu'à 16 820 €, de 12% entre 48 790 € et 16 820 €, et au-delà de 48 790 €, nous avons une retenue à la source à hauteur de 20%. Également, nous avons donc l'application d'une retenue à la source qui est libératoire de 15% sur les revenus artistiques des artistes non domiciliés en France et le montant est fixé à 48 790 €. Alors, le pass, qui est mis en place à compter du 1er septembre à partir de 2025. En effet, un taux individualisé sera appliqué de plein droit sur l'ensemble des revenus du foyer qui sont soumis au pass. Et le taux du foyer est commun aux deux contribuables, donc c'est le régime applicable, sauf pour option à des taux individualisés. Et généralement, dans le cadre de couple, dès lors qu'il y a une très forte disparité de revenus entre monsieur et madame, quel qu'en soit le sens, eh ben, la personne, l'un des deux membres du foyer fiscal, préfère parfois avoir des taux individualisés pour pas euh, informer de la réalité des revenus perçus par le foyer fiscal. Néanmoins, donc, cette interrogation n'existera pas donc, à compter du 1er septembre 2025, dans la mesure où un taux individualisé sera appliqué de plein droit sur l'ensemble des revenus soumis au PAS. Néanmoins, donc ça, c'est le principe. Nous avons néanmoins l'exception. L'exception, donc le couple pourra, sur option express, demander à avoir un taux commun qui s'applique sur leur revenu personnel. Alors, on l'a vaguement, donc maintenant, donc là j'ai fait des rappels concernant donc l'impôt donc sur le revenu. Nous avons donc désormais, donc nous portons donc sur les crédits d'impôt, les réductions d'impôt, les mesures qui ont été prises en place dans le cadre de cette loi de finances. Donc c'est tout d'abord donc le dispositif IR-PME, comme je vous l'ai évoqué. En effet, donc ce dispositif permet aux contribuables qui investissent dans certaines entreprises notamment innovantes, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction d'impôt a été augmentée et il est désormais de 30% ou de 50% selon la part de leurs dépenses de recherche. Également, donc l'article 49 proroge également de 2 ans la période d'application du taux majoré de la réduction d'impôt pour les souscriptions au capital de certaines entreprises solidaires. Nous avons également, donc au-delà de l'augmentation de la réduction d'impôt qui passe de 30% à 50%, nous avons les renvois aux anciennes dispositions qui sont relatives à l'ISF qui sont également supprimées. Nous avons un assouplissement donc des règles également relatives au stade de développement de la PME
qui est bénéficiaire des souscriptions de l'investissement initial. Donc, je vous relis les conditions d'application. Donc, elle ne doit exercer son activité sur aucun marché, exercer son activité sur un marché depuis moins de 10 ans, après son enregistrement ou moins de 7 ans après sa première vente commerciale, avoir besoin d'un investissement sur la base d'un plan établi en vue d'une nouvelle activité et supérieur, donc, est supérieur à 50% de son chiffre d'affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Donc voilà les nouvelles règles concernant les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de cette souscription. Donc encore une fois, donc réduction d'impôt de 30 ou 40% selon la part de la dépense de recherche. Nous avons également, donc là c'est un dispositif immobilier dans le cadre de la slide suivante. C'est le Denormandie ancien, donc c'est un dispositif immobilier, et celui-ci est prolongé de 2 ans, ce dispositif, et sauf erreur de ma part, et il applique le taux applicable aux investissements réalisés via une société civile de placement immobilier, une SCPI, sur ceux qui sont également applicables en cas d'investissement. Alors, nous avons des taux. Nous avons 2 taux qui diffèrent en fonction de la nature de l'investissement. Soit nous avons une réduction d'impôt de 18% lorsque nous avons pris un engagement de location pour une durée de 9 ans. Mais néanmoins, nous avons une réduction de 12% lorsque nous avons un engagement de location de 6 ans. Concernant donc les investissements de Normandie anciens, nous n'avons pas à l'heure actuelle donc une réduction d'impôt pour des investissements qui seraient supérieurs à une durée de 9 ans, par exemple sur une durée de 12 ans. Donc 2 taux à retenir, soit 18% lorsque l'engagement est pris pour une durée de 9 ans, soit 12% pour les engagements pris pour une durée de 6 ans. Pour les investissements qui sont réalisés outre-mer, la réduction d'impôt est supérieure et ils sont respectivement, donc pour la location d'une durée de 9 ans de 29% et de 23 ans pour les engagements de 6 ans. Nous avons également, donc, pour les particuliers qui achètent des bornes, des voitures électriques, nous avons également un plafond de crédit d'impôt qui est limité à 75% dans la limite d'un investissement dans la médecine d'une réduction d'un crédit d'impôt de 500 € et qui concerne le système de charge pour voitures électriques. Et le dispositif, si bien évidemment, donc les bornes qui sont pilotées. Donc, dès que vous installez un système de charge électrique, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt. Alors, tout en restant dans cette slide, on a également, et ça peut concerner des personnes qui, voilà, qui s'occupent de personnes ont besoin d'autonomie. En effet, le crédit d'impôt autonomie est prorogé pour 2 ans, mais néanmoins, son champ d'application est restreint pour les dépenses qui sont payées à compter du 1er janvier 2024. Donc, cela concerne donc les dépenses pour l'autonomie, donc toutes les dépenses d'installation ou de remplacement de certains équipements en faveur de personnes qui sont qualifiées handicapées ou alors âgées. Également, donc, comme je vous le disais, nous avons les dons qui augmentent concernant la rénovation. Vous avez bénéficié pour la rénovation donc, d'édifices religieux donc, sont temporairement revalorisés. Et nous avons également un certain nombre de programmes immobiliers qui prennent fin au 31 décembre de l'année 2023, qui sont prorogés. C'est typiquement le cas du dispositif Malraux. Également, le dispositif Coluche, en fait,
ça, je ne connaissais pas du tout cette réduction d'impôt. Les dons ouvrant droit à la réduction d'impôt qualifiés de Coluche, eh ben, sont également prolongés. Mais surtout, ce que l'on doit retenir, c'est que les dons pour financer des édifices, la rénovation des édifices religieux sont provisoirement donc augmentés, favorisés, et également le dispositif Malraux, parce que je sais que vous avez un certain nombre de clients qui peuvent avoir, peuvent avoir du Malraux, vont bénéficier d'un prolongement du dispositif et de cette réduction. Donc pour tous ceux qui veulent faire des investissements dans le cadre de Malraux, le dispositif perdure. Nous n'avons pas dans la loi de finances une réforme en termes de plus-value immobilière. Néanmoins, nous avons une mesure qui a été prise concernant les plus-values immobilières qui sont situés, donc des biens qui sont situés dans des zones qui sont qualifiées de tendues. Nous avons une prolongation, et ça c'est la prolongation de la loi Elan, de 2 ans du dispositif applicable en matière de plus-value immobilière avec des abattements spécifiques de 75% ou de 60%. Et également, donc, les exonérations des plus-values immobilières en cas de cession de biens immobiliers d'immeubles destinés au logement social est également prolongée dans le temps. Alors, l'une des grandes innovations, l'une des mesures phares de ce projet de loi de finances, c'est la création du plan d'épargne avenir climat. Ce plan d'épargne avenir climat a été créé donc spécifiquement dans le cadre de cette loi de finances, à l'article 3, et qui est un nouveau plan d'épargne créé par la loi et qui est relative à l'industrie verte et réservé aux mineurs et jeunes adultes. Et le régime fiscal est désormais défini. Alors, comme on l'a dit, comme je viens de l'évoquer, donc ce dispositif fiscal ne s'applique, ce nouveau produit, comme on peut le qualifier, ne s'applique qu'aux mineurs et également aux jeunes adultes. Le régime juridique est prévu par l'article L221-34-2 à L121-34-4 du Code monétaire et financier. Pour cela, donc nous avons des conditions d'application qui s'appliquent. Donc, le jeune adulte doit être âgé de moins de 21 ans et il réside en France à titre habituel. Il va pouvoir donc ouvrir ce PAC soit auprès de certains organismes bancaires ou d'assurance, et lorsqu'il est ouvert auprès d'une banque, cela prend la forme d'un compte espèce ou d'un compte titre, et lorsque c'est ouvert au niveau de l'entreprise d'assurance, il prend la forme d'un contrat de capitalisation en unité de compte. Le plafond peut recevoir des versements qui peuvent être prorogés dans le temps et dans une limite de plafond qui est fixée par arrêté. Le but, principalement, est que ce plan soit destiné au financement de la transition écologique. C'est l'objectif même de ce PEAC. Maintenant, on se pose la question de la fiscalité, du régime fiscal qui s'applique au PEAC. Les retraits partiels ou le retrait total sont exonérés d'impôt sur le revenu
sous couvert que le titulaire ait atteint l'âge de 18 ans, en premier lieu, et ensuite que l'ouverture du plan remonte à plus de 5 ans. Il remonte à plus de 5 ans. De tels retraits n'entraînent pas la clôture de plan, mais néanmoins, on ne peut pas procéder à aucun versement complémentaire. Les produits du PAC sont à la fois exonérés d'impôt sur le revenu, comme je vous l'ai évoqué, et également exonérés de prélèvements sociaux. Néanmoins, nous avons donc un bémol lorsque nous avons un non-respect des règles qui sont applicables au PEAC. Les gains sont imposables. En effet, donc, les gains nets réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, bien évidemment, si le délai d'engagement de conservation du PEAC pendant au moins une durée de 5 ans n'est pas respecté. Les plus-values ultérieures sorties, donc j'ai clôturé le plan, je garde quand même le titre dans un compte PEA, dans un compte titre, par exemple, ou un contrat d'assurance vie. Les gains en cas de retrait sont bien évidemment soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun. On arrive maintenant à, une des mesures phares qui a été prise dans le cadre de cette loi de finances. La modification du régime des BIC de tourisme. Alors, ça fait l'objet d'un imbroglio, on peut qualifier le terme. Il y avait eu des discussions, donc je vais vous relater rapidement. Mais le 30 décembre, remise en cause du dispositif en abaissant fortement les seuils. Alors, c'est un régime fiscal qui a été fortement discuté. Et en effet, l'attractivité fiscale de ce dispositif étant considérée comme favorisant des locations saisonnières type Airbnb, au détriment de locations de longue durée, a été fortement remis en cause. L'objectif même de ce dispositif, c'est la volonté de réduire donc l'avantage et de assimiler, d'aligner le régime des micro-BIC à celui du régime du micro-foncier de la location. Donc, je vous passe les détails, parce que l'heure tourne, mais nous avions donc des amendements où on voulait imposer de manière plus forte la plus-value de cession pour les loueurs en loué meublé non professionnels. On voulait également augmenter la plus-value, la durée de détention. On voulait également aligner le régime des plus-values de cession du LMNP avec celui de la location meublée. Bref, ce régime a fait l'objet d'un certain nombre de débats au sein de l'hémicycle. Et définitivement, fin décembre, dans le cadre de la navette parlementaire, donc le Sénat a revu la proposition adaptée par l'Assemblée nationale en première lecture en réduisant significativement les avantages du micro-BIC. Alors, je vous rappelle, donc dans la première slide, le régime qui était applicable avant la loi de finances pour 2024, et après je vous montrerai, je vous expliquerai les mesures qui ont été prises. Auparavant, donc on distinguait les locations meublées d'habitation ou de courte durée non classées, typiquement donc les locations courte durée à Paris ou dans les grandes villes, des locations meublées de tourisme classées. Pour pouvoir bénéficier du régime du micro-BIC, la condition de chiffre d'affaires, c'était que le chiffre d'affaires devait être inférieur à 77 700 €. Et dans ces cas-là, on bénéficiait d'un abattement sur le chiffre d'affaires de 50%.
La location meublée de tourisme classée, quant à elle, pour pouvoir bénéficier du régime du micro-BIC, le chiffre d'affaires devait être inférieur à 188 700 euros. Nous avons un abattement sur le chiffre d'affaires qui était de 71%. Donc, deux régimes déjà distincts en fonction que si la location meublée d'habitation était ou non classée ou pas, afin, encore une fois, de limiter la location dans le cadre du Airbnb. Et bien désormais, la loi de finances prévoit qu'à son texte, qu'à ce jour, le chiffre d'affaires pour bénéficier du régime de micro-BIC est abaissé à 15 000 euros. Ceci pour les locations meublées de courte durée, c'est-à-dire les locations saisonnières à la journée, à la semaine et au mois. Typiquement ce que l'on peut qualifier de location de tourisme. Premier impact, donc le seuil de chiffre d'affaires est abaissé pour pouvoir bénéficier du régime du micro-BIC à 15 000 euros en premier lieu. Et en second lieu, le taux d'abattement est réduit à 30% au lieu de 50% auparavant, selon le régime micro-BIC de la location. Les meublés de tourisme classés peuvent, quant à eux, bénéficier d'un abattement de 51% au lieu de 71% auparavant. Sous couvert de deux conditions cumulatives, le bien n'est pas situé dans un déséquilibre d'offres et de demande de logement. Il doit donc se situer dans les zones non tendues. Et le chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente doit être inférieur à 15 000 euros. En revanche, donc les locations meublées d'habitation de longue durée, bail étudiant, bail d'habitation, bail pour des personnes âgées qui sont meublées, ne sont pas concernées et continuent de bénéficier des règles de BIC telles que définies antérieurement. Donc 61% de réduction. Dans le cadre du schéma que je vous ai donné, vous apercevez que nous avons, donc en résumé, donc, pour les locations meublées de courte durée non classées, désormais, donc, nous avons uniquement un abattement de chiffre d'affaires qui est 30% lorsque le chiffre d'affaires ne dépasse pas 15 000 euros. Alors, on peut se poser la question de savoir si ce régime, ce nouveau régime applicable aux locations meublées au BIC, est-il nécessairement inconvénient? Il y a des pour, il y a des contre. Des aspects négatifs, c'est que ça va être soumis à une comptabilité. On va faire un rappel à un expert comptable. Des déclarations fiscales qui sont plus lourdes également, avec des déclarations complémentaires. Néanmoins, ça peut être un aspect positif, c'est que du fait de l'application du régime réel, on a la possibilité d'amortir le bien, l'immeuble, et les meubles, et ce qui a pour conséquence de réduire considérablement les charges et de réduire la masse de l'impôt, le bénéfice net imposable, voire de l'annuler, voire même de créer un déficit. Donc ça, c'est donc il y a du pour et du contre concernant cette réforme. Contre, bien évidemment, que ça va soumettre à des obligations déclaratives qui vont être beaucoup plus importantes. Ce qui est en faveur, c'est que quand on va être soumis aux bénéfices réels, au régime va être soumis au réel, ça va nous permettre de déduire un certain nombre de charges et parfois on va être dans une situation qui va être fiscalement avantageuse. Alors, ensuite, nous avons la réduction de la prise en charge, par réduction, pardon, la reconduction de la prise en charge des transports
des salariés et des exonérations les concernant. Alors ça concerne l'entreprise. En effet, la prise en charge, donc pour l'entreprise, en charge facultative des frais de transport public est encore exonérée en 2024. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, vos employeurs, donc vous rembourse donc 50% des frais de transport pour aller de votre domicile à votre lieu de travail. C'est une obligation, l'employeur doit vous rembourser 50% des frais de transport de domicile. Néanmoins, et afin d'inciter les entreprises à repartir travailler sur le lieu de travail, désormais, eh ben, la part qui est au-delà de 50% du prix de l'abonnement permet à l'entreprise eh ben, de bénéficier des exonérations fiscales et sociales à la prise en charge facultative de l'employeur, mais dans la limite de 25% du prix des titres d'abonnement. Et pour rappel, donc cette prise en charge obligatoire des frais de transport est obligatoire et ça échappe à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Les pourboires également. Donc ça, c'est quand même concernant l'abonnement, c'est quand même une bonne nouvelle pour les employés. Pour les employés. Les pourboires également. La loi de finances pour 2024, compte tenu de la hausse de l'inflation, a maintenu les exonérations d'impôt sur le revenu dont bénéficiaient les pourboires depuis 2022. Depuis le 1er janvier 2022, les pourboires qui sont remis volontairement, soit directement, soit indirectement aux salariés en contact, dont la rémunération ne dépasse pas 1,6, sont exonérés de cotisations et contributions sociales, ainsi que d'impôts sur le revenu, tout en étant intégrés au revenu fiscal de référence du bénéficiaire. Donc, cette mesure est prolongée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Nous avons ensuite, à la prochaine slide, les aménagements des règles de l'exit-tax. Nous avons un renforcement des obligations déclaratives l'année suivant un événement qui entraîne le dégrèvement ou la restitution de l'impôt. Et le défaut de déclaration ou l'omission de tout ou partie des renseignements à déclarer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur ci. Et nous avons une unification du régime de dégrèvement ou de restitution des prélèvements sociaux aux contribuables ayant réalisé un départ entre le 30 mars 2011 et le 31 mars 2013, sous réserve néanmoins de justifier de la conservation des titres à l'expiration du délai de 8 ans. On passe désormais au régime, à la loi de finances pour ce qui concerne la TVA. Nous avons deux mesures principales qui ont été prises concernant la TVA. En premier lieu, la franchise de base qui a été modifiée. Et en second lieu, une mesure contre l'évitement de l'impôt et qui concerne le dropshipping. Le dropshipping, anti-dropshipping. En premier lieu, nous avons la franchise de base. En effet, à compter de 2025, les seuils de base, les seuils de franchise de base en matière de TVA sont modifiés.
Et cette modification des seuils de base de franchise de TVA sont issus d'une directive européenne. Donc, c'est donc la transposition de la directive européenne UE 2020-285 du 18 février 2020. Et en effet, donc l'objectif de l'Union européenne, c'est d'harmoniser les règles en matière de TVA applicables aux petites entreprises à compter de 1925. Donc les seuils de TVA, donc applicables seront donc modifiés, donc sera applicable aux assujettis établis en France, à savoir les assujettis, donc ce sont les personnes dont l'activité économique est située en France et dont le siège de l'activité est situé en territoire tiers et qui disposent d'un établissement stable et qui choisissent d'être rattachés à la France. Lorsque, je le cite, leur chiffre d'affaires réalisé en France au titre de l'année civile précédente de l'année N-1 ne dépasse pas un chiffre d'affaires de 85 000 euros en premier lieu, au lieu de 91 900 euros actuellement. Pour les activités de biens de vente corporelle, de vente à consommer sur place ou de fourniture de prestations d'hébergement, de 37 500 euros au lieu de 36 800 euros pour les autres activités de prestation de services. Faire attention, nous pouvons avoir des dépassements de seuil, comme on va le voir ultérieurement. En effet, donc, cette volonté d'abaissement d'activité de vente à consommer sur place et de fourniture de logement, tandis que ceux qui sont relatifs aux prestations de services est quant à lui relevé. Les plafonds de chiffre d'affaires qui concernent les professions réglementées, telles que les avocats, les experts comptables, les avocats conseils, les auteurs d'œuvres de l'esprit, les artistes, interprètes sont également modifiés. Alors, les assujettis, bien évidemment, donc quand on est en seuil franchise de base, on est exonéré de TVA. Néanmoins, dès lors que l'on dépasse les seuils d'exonération de franchise de TVA, on redevient redevable de la TVA à compter du à compter du seuil à la date du dépassement. Ce régime également donc s'applique pour les États membres autres que dans les États membres autres que celui de l'établissement. Alors nous avons également la création de mesures donc TVA qui sont dues à l'importation. C'est un régime anti-abus qui a été inséré dans le dispositif du droit interne français en vue d'éviter la fraude carrousel, la fraude à la TVA. C'est la faculté, donc pour les assujettis non établis, non immatriculés à la TVA en France, qui ne réalisent que des importations de biens pour lesquels la TVA est intégralement déductible, ou certaines opérations exonérées, ou son régime suspensif, de désigner un ou plusieurs mandataires fiscaux qui remplissent au nom et pour le compte de ces assujettis les obligations de déclaration, de paiement, de déduction de la TVA. En d'autres termes, c'est ce que l'on qualifie de dropshipping. Non, c'est vrai. Non, de dropshipping. L'activité de dropshipping est identifiée comme une nouvelle mesure d'évasion fiscale. En effet, donc l'activité de dropshipping est une opération qui est qualifiée de
tripartite qui consiste pour un intermédiaire qui est appelé le drop shipper à acheter un bien situé sur un territoire tiers et à le revendre en ligne en France sans jamais en disposer physiquement. À cette fin, donc le dropshipper identifie un acquéreur qui est situé en France pour un bien donné, possédé à l'étranger par le tiers, et procède concomitamment à l'achat de ce bien auprès du fournisseur et à charge d'acheminer le bien directement en France auprès de l'acquéreur final. Ainsi, le dropshipper donc, ne participe aucunement à la livraison du bien à proprement dit, ni ne facilite l'opération au sens de l'article 50 ter du règlement de l'Union européenne. Il n'apparaît en aucun moment dans le cadre d'un processus de dédouanement. Dans ce cas, eh ben, on a décidé de modifier le régime en vue d'éviter cette fraude à la TVA. Et le drop Fisher, eh ben, va avoir pour conséquence d'être redevable de la TVA en France lorsque la TVA perçue à l'importation est inférieure à celle qui aurait été déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle avait été localisée en France. Donc vraiment, cette activité de dropshipper, encore une fois, eh ben, c'est une opération qui est tripartite entre le dropshipper qui achète pour le compte d'une personne qui est localisée en France un bien qui lui-même est localisé dans un État tiers et procède concomitamment à l'achat de ce bien auprès du fournisseur en vue d'acheminer le bien directement en France auprès de l'acquéreur final. Mais par contre, là où on voit qu'il y a une activité de dropshipper, c'est que celui-ci ne participe ni à la livraison du bien, ni facilite l'opération en sens du règlement de l'Union européenne. Et dans ces cas-là, eh ben encore une fois, celui-ci va être redevable de la TVA. En effet, c'est redevable à la TVA est soumis à la TVA lorsque la base d'imposition de la taxe qui est due à l'importation n'est pas égale à celle qui est déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France. Alors, les autres mesures maintenant. Je n'ai pas bien noir, juste avant. Donc également, donc une troisième mesure, donc vraiment au point de vue de la TVA, ça a été riche et conséquent. La facturation électronique. Donc nous avons donc une obligation de facturation donc électronique et de transmission des données. Normalement, ça devait rentrer en vigueur au 1er janvier de l'année 2024, ça fait une part, et ça a été repoussé et le calendrier est désormais fixé au 1er septembre 2026. Bon, ce n'était pas 1er janvier 2024, pardon, c'était 1er janvier 2025. Donc, cette fameuse facturation qui, voilà, où toutes les entreprises à l'heure actuelle sont obligées de s'adapter pour se soumettre à ces obligations de facturation électronique. On arrive maintenant sur la notion d'impôts locaux. La notion d'impôts locaux. Et
nous avons tout d'abord la suppression de la CVAE qui devait être repoussée, qui devait être totalement, définitivement supprimée en 2024 et qui a été repoussée, sa suppression définitive, en 2025. Néanmoins, parce que là, ça a fait donc cette suppression échelonnée dans le temps de la CVAE, a fait, vous l'avez certainement entendu parler dans la presse, un certain nombre de débats. Et les entreprises voilà, ont interpellé le gouvernement par rapport à cette exonération échelonnée dans le temps. Désormais, la réduction du taux de plafonnement dans 1 à 25 est finalement repoussée à 2 à 2027 et le taux est réduit progressivement. Il est ainsi fixé à 1,531 pour les impositions dues au titre de l'année 2024, à 1,48438 pour les impositions dues au titre de l'année 2025 et enfin de 1,344 pour celles qui sont dues au titre de l'année 2026. Nous avons également le montant du dégrèvement qui réduit progressivement de 1,188 euros pour les impositions qui sont dues au titre de l'année 2024, de 125 euros pour celles qui sont dues au titre de 2025 et de 63 euros pour celles qui sont dues au titre de l'année 2026. Donc, je vous ai mis un schéma récapitulatif de cette exonération définitive à la slide suivante. Donc, les taux. Voilà. Donc, je vous ai mis les slides concernant les taux d'imposition du minimum et avec les réductions au titre entre 2024 et 2026, avec une suppression qui est définitive au titre de l'année 2027. Maintenant, nous avons les taxes diverses. Les fameuses taxes diverses. Et c'est tout d'abord les véhicules de tourisme pour accélérer la transition énergétique. Nous avons le taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui est désormais ajusté. Alors, voilà, j'ai trouvé ça assez parlant. Les véhicules qui sont exclusivement affectés à l'exploitation de remontées mécaniques et des domaines skiables est exonéré de ces hautes pour accélérer la transition énergétique. Pourquoi les remontées mécaniques de ski par rapport à d'autres natures d'activités? J'ai trouvé ça assez intéressant à l'analyser et à l'appréhender. Donc, les différentes hausses de taux, donc ça, je vous le passe, mais ça a été considérablement durci au titre de l'année 2024. Les droits d'enregistrement. Ah, nos fameux droits d'enregistrement. La loi de finances pour 2024. Or là, on a un certain nombre de mesures qui ont été prises à ce titre. C'est tout d'abord le pacte du trail. Alors, le pacte du trail, donc un dispositif qui est cher à mon, voilà, qui m'importe, qui m'intéresse sur un point de vue universitaire et professionnel, avec lequel j'ai pu faire une formation. Le pacte du trail a fait donc l'objet de mesures au titre de cette loi de finances. Deux précisions qui sont importantes et dont l'une a fait l'objet donc de revirements, de décisions, d'arrêt de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Et c'est pour ça que la loi de finances est allée à l'encontre des décisions jurisprudentielles. Alors,
Première réforme, première mesure qui a été prise dans le cadre de cette loi de finances, c'est qu'il y a une exclusion du... désormais, c'est clair, nous avons une exclusion définitive des biens, des activités de gestion qui sont exercées dans le cadre de son propre patrimoine, du régime du trait. Typiquement, cela concerne les biens qui sont loués. Par exemple, donc pour bénéficier de sursis d'imposition, ou de report d'imposition, des entreprises vont apporter leur société dans le cadre du holding, faire un apport en succession, qui va permettre de mettre en sursis d'imposition l'activité, donc l'entreprise qui a été cédée, et l'entrepreneur décide de transformer son activité en location meublée. Eh bien, avec cette réforme, avec cette mesure prise par la loi de finances pour 2024, la gestion du propre patrimoine du régime du Treil est totalement exonérée, est définitivement supprimée. Et on s'aperçoit que nous avons eu une différence, une divergence de vue entre l'administration fiscale et les décisions, les arrêts qui étaient pris par le Conseil d'État et la Cour de cassation. En effet, selon l'administration fiscale, l'activité de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier serait exclue du dispositif du trait. Donc, ça avait été mentionné au paragraphe 15 du BOI, de la doctrine fiscale, de la doctrine administrative de l'administration fiscale. Néanmoins, position donc était adoptée par la Cour de cassation, qui avait contredit donc la solution qui avait été retenue par l'administration fiscale dans 2 arrêts. Un premier arrêt en date du 1er juin 2023 et un second arrêt du 21 juin 2023. Et le Conseil d'État a jugé que l'activité de location d'établissements commerciaux munis de mobilier ou de matériel nécessaire à leur exploitation serait bien éligible au dispositif du trait. Confirmé également donc, par l'arrêt du 21 juin 2023, confirmé par la suite par un avis du Conseil d'État. Également, donc, le Conseil d'État contredit la position prise par l'administration fiscale dans le cadre de sa doctrine. Dans un arrêt du 29 septembre 2023, en chambre réunie. En effet, le Conseil d'État a ainsi jugé qu'une disposition légale ne permet de dénier le caractère d'activité commerciale à l'activité de location de locaux meublés à usage d'habitation. À la suite de cet arrêt, un espoir grandit pour les associés de sociétés exerçant une activité de location meublée désirant de transmettre leur activité de location meublée, notamment à leurs proches, à leur famille ou à des collaborateurs qui pourraient travailler pour eux. La loi de finances a définitivement donc légalisé la position qui est prise par l'administration fiscale, ce qui a pour conséquence d'aller à l'encontre des prises de position prises par la Cour de cassation et le Conseil d'État, est également codifié désormais à l'article 23 de la loi de finances pour 2024, l'activité de gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier ne constitue pas une activité commerciale au sens du pacte du Treil et qui serait en conséquence éligible au dispositif du Treil. De ce fait, les activités de location meublée à usage d'habitation ainsi que les activités de location d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation
ne seront plus éligibles au dispositif du trait. Ça, c'est donc ça a fait, parce que dans la doctrine, les deux arrêts qui avaient été rendus par la Cour de cassation et l'avis du Conseil d'État avaient fait énormément l'objet d'articles de doctrine, dans la mesure où on permettait à l'activité de location meublée de bénéficier du dispositif du pacte du trail. Là, hélas, ça a été, le sujet est définitivement clos avec cette nouvelle mesure. En revanche, la loi de finances a également précisé, apporté ou préciser des informations concernant la notion d'activité mixte et la notion d'activité holding animatrice effective de groupe. En effet, la loi de finances donc, pour 2024 a pris le soin de préciser que lorsqu'une entreprise exerce une activité qui serait à la fois opérationnelle et civile, le dispositif du TREI pourrait s'appliquer, mais sous condition, et c'est la condition, que l'activité opérationnelle soit prépondérante. Il s'ensuit que pour les activités qui exercent une activité mixte, l'activité opérationnelle doit être exercée à titre principal. Et ça, dans le cadre des formations qu'on avait pu faire en 2022, maintenant, on avait évoqué ce point où il y avait un vide juridique concernant un manque de précision suite à la loi de finances pour 2029 concernant la nature de la notion de prépondérance de l'activité opérationnelle dans le cadre d'une activité opérationnelle et également de même pour les activités de holding animatrice. Donc, si le caractère prépondérant de l'activité principale est démontré, eh ben, les conditions d'application du pacte du trail, le régime applicable au pacte du trail peut bien évidemment s'appliquer. La holding animatrice également effective de groupe, donc fait l'objet également d'une précision. En effet, la loi de finances donc, légalise également l'éligibilité au pacte du trail, l'activité de holding animatrice. Et en effet, donc, au regard de la loi, donc là encore, nous avions donc un vide avec la loi de finances pour 2019. Désormais, dans ces activités sont qualifiées d'activités opérationnelles pouvant bénéficier du régime de faveur applicable au pacte du trail. Voilà. Et dans l'hypothèse où la holding animatrice effective de groupe exerce une activité mixte, eh ben, il faudra vérifier que l'activité d'animation, l'activité d'opération, de conduite de la politique générale du groupe soit bien respectée pour que le pacte du trail, le dispositif du trail puisse s'appliquer. Nous avons ensuite un abattement qui s'applique pour pour la transmission d'un salarié ou d'un proche d'une entreprise, mais dans ces cas-là, c'est conditionné, l'abattement qui passe de 300 000 € à 500 000 € à ce que ce soit un fonds de commerce à des salariés. Ce que on avait pu le voir également dans le cadre du pacte du trail, le dispositif sur l'article 151 au BTR du Code général des impôts a été drastiquement durci. Mais là, dès que vous avez un fonds de commerce, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement de l'entreprise à des salariés ou à des proches. Alors là aussi, on a une réforme, une mesure qui a été prise et qui a fait l'objet d'un certain nombre d'articles, d'un certain nombre de critiques. C'est la notion de restitution du quasi-usufruitier. Pour rappel, donc vous avez une somme d'argent, donc vos parents décident de vous donner la nue propriété et d'en garder l'usufruit.
Cet usufruit, dans ces cas-là, est qualifié de quasi-usufruit. Dans la mesure où le donateur quasi-usufruitier conserve la pleine jouissance pour disposer des fonds à sa guise. Néanmoins, celui-ci, au moment de son décès, a une obligation de restitution de l'équivalent au terme de l'usufruit, c'est-à-dire à son décès. À son décès, donc l'usufruitier comprend alors une dette de restitution et correspondant à la valeur en pleine propriété de la somme d'argent qui a été initialement donnée au donateur et donc en faveur du ou des nus propriétaires. Ceux-ci disposent de ce que l'on qualifie de créance de restitution. Cette créance de restitution venait en déduction au passif de l'institut successoral, donc en déduction de la succession. Également, donc les nus propriétaires qui avaient fait l'objet de cette donation de la propriété des sommes d'argent ne sont pas, donc là ça n'a pas été remis en cause, ne sont imposés que ne sont pas imposés en cas de remembrement, si vous voulez, de l'usufruit vers la nue propriété et de la restitution de la créance qu'ils avaient à l'égard du quasi-usufruit. Néanmoins, la loi de finances a mis fin à la déductibilité fiscale qui était prévue à l'article 774 du bis du Code général des impôts. En effet, comme je vous l'ai expliqué, l'objectif de cet article est de mettre fin à une pratique qui était qualifiée d'optimisation fiscale, qu'on peut qualifier d'agressive. En effet, donc, comme je vous l'ai dit, lorsque la donation de la somme d'argent avec réserve d'usufruit, les droits d'usufruit ne portent que sur la valeur en nue propriété. Et surtout, donc, en cas de remembrement de propriété et que le nu propriétaire devient plein propriétaire de la somme d'argent, celui-ci n'est pas soumis à des droits de succession supplémentaires. Néanmoins, donc, cette créance de restitution venait en déduction du passif du patrimoine successoral imposable. Désormais, à compter du 1er janvier 2024, les dons de sommes d'argent en nue propriété, pour lequel donc, le quasi-usufruitier se conserve le quasi-usufruit sur la somme d'argent, ne sont plus déductibles dans le cas d'une donation en nue propriété d'une somme d'argent. Cela suppose ainsi que le nu propriétaire paie des droits de succession sur la valeur de la créance de restitution. Il lui est néanmoins possible de déduire de ses droits de succession les droits payés sur la nue propriété lors de la donation initiale sans que cela puisse donner lieu à restitution. Donc vraiment, la loi de finances, là, pour cette fameuse dette dette de restitution de quasi-usufruitier, ça a quand même, voilà, je pense que les banquiers privés vont devoir réfléchir à cette réforme. Et ça, on peut apporter du conseil à des clients quand on fait de la fiscalité patrimoniale, parce que ça va avoir des conséquences en termes de droits de succession, dans la mesure où l'héritier va payer des droits de succession sur la valeur de la créance, donc, concernant cet usufruit, sur la créance de restitution. Heureusement, par contre, qu'il nous avons une possibilité de déduire les droits de droits de donation, donc relatifs à la donation de la nue propriété de cette somme d'argent de l'actif successeur. Il est à noter néanmoins
que ce quasi-usufruit, donc cette créance de restitution du quasi-usufruitier, donc qui est rapportable à la succession désormais, ne s'applique pas en cas de don de somme d'argent au niveau du conjoint vivant, qui est usufruitier légal de la succession en premier lieu. Ce quasi-usufruit également ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de donation d'un dernier vivant. Et ce quasi-usufruit également ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un remembrement, pas d'un remembrement, lorsque cette somme d'argent fait suite à la cession préalable d'un bien immobilier qui était détenu en démembrement de propriété entre un usufruitier et le nu propriétaire. Dans ces cas-là, eh ben, cela n'entre pas dans cette nouvelle disposition fiscale, à condition toutefois que cette dette de restitution ne participe pas à la poursuite d'un objectif uniquement, principalement fiscal. Donc encore une fois, donc, les quasi-usufruits provenant de la cession de biens immobiliers préalablement démembrés entre un usufruitier et un propriétaire n'entrent pas dans le champ d'application de cette nouvelle disposition, sous réserve que l'objectif poursuivi ne soit pas un objectif purement, principalement fiscal. Également, d'un mes points concernant donc ce quasi-usufruit, lorsque vous avez un contrat d'assurance vie qui a fait l'objet d'un démembrement de propriété, le quasi-usufruitier qui a fait l'objet d'un démembrement de propriété dans le cadre de la clause bénéficiaire, le quasi-usufruit, cette dette de restitution, ne s'applique pas aux sommes d'argent qui sont détenues au sein du contrat d'assurance vie, dans la mesure où le contrat de succession est traité fiscalement comme étant hors de la succession. Mais il faut quand même rester assez vigilant sur ce point pour pas qu'il y ait de modifications. l'IFI. Maintenant, l'IFI. L'IFI également, ça a fait un certain nombre d'écrits, de remarques dans la presse. On a voulu, dans le cadre de l'IFI, avec ces nouvelles mesures qui ont été prises au titre de l'année 2024, harmoniser le régime qui s'applique pour les biens qui sont détenus en direct par la personne qui est assujettie à l'IFI et pour les biens immobiliers qui sont détenus à travers des sociétés. En effet, auparavant, les personnes donc, qui détenaient des biens immobiliers à travers des sociétés pouvaient très fortement endetter la société. Désormais, la loi de finances pour 2024 instaure une nouvelle règle qui est relative à la déductibilité du passif social de la valeur imposable des parts à l'IFI, uniquement en vue d'éviter tout abus sur un plan fiscal, sont uniquement déductibles en tant que passif pour diminuer la valeur de la société qui va être imposable à l'IFI. La valeur taxable des titres est alors impactée par les dettes qui sont relatives à des biens qui se situent hors du champ de l'IFI, c'est-à-dire que seules les dettes qui sont afférentes à l'actif imposable, c'est-à-dire aux biens immobiliers, sont déductibles de l'IFI. Toutes les dettes qui ne sont pas relatives aux biens qui entrent dans le champ d'application de l'IFI ne sont désormais plus déductibles de l'IFI. Alors, je vous ai mis un exemple, donc un immeuble qui est imposable de 6 millions d'euros. Nous avons à l'actif donc 1 million d'euros d'immeubles imposables et nous avons des autres actifs immobiliers à hauteur de 6 millions d'euros.
qui fait un total d'actifs de 12 millions d'euros. Nous avons au passif des capitaux propres de 300 000 euros et un emprunt immobilier de 400 000 euros, ce qui nous fait un total de passifs de 12 millions d'euros. Auparavant, la valeur des parts était de donc 12 millions d'euros moins 400 000, 4 millions plus 5 millions d'euros. La valeur des parts était de 3 millions d'euros. Dans la mesure où l'immobilier représentait 50% de la totalité de la valeur de la société, de la valeur des parts, la valeur imposable était de 1 500 000 euros. En revanche, depuis cette réforme, donc on va prendre en compte pour déduire la valeur imposable de la société uniquement les dettes qui sont afférentes à l'actif imposable, c'est-à-dire au bien immobilier. Dans ces cas-là, dans la situation, comme vous pouvez le constater, nous avons un emprunt immobilier qui est de 4 millions d'euros, nous avons des autres emprunts immobiliers de 500 000 euros. Dans ces cas-là, la valeur des parts est non plus de 3 millions d'euros, mais la valeur des parts est désormais de 8 millions d'euros en réintégrant fiscalement les autres emprunts. Dans ces cas-là, la valeur imposable est non plus de 1 500 000 euros, mais désormais la valeur imposable est de 4 millions d'euros. Donc ça, elle prend en compte également au titre, pour ceux qui vont être amenés à faire des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière, il va falloir extraire du calcul de l'impôt sur la fortune immobilière les autres emprunts qui ont été réalisés par la société dont les actifs immobiliers entrent dans le champ d'application de l'IFI. Nous avons également un autre thème qui est la loi de finances pour 2024 et le contrôle fiscal. C'est tout d'abord la DAX6. En effet, donc, nous avons donc l'obligation de modification à laquelle sont tenus les intermédiaires qui sont soumis au secret professionnel au regard de certains dispositifs transfrontaliers présentant un caractère agressif et qui est désormais mise en conformité. Donc cette DAX6 a été intégrée dans le droit interne français et c'est désormais l'article 120 de la loi de finances pour 2024 qui modifie l'article 1649 AE grand A, quatrièmement, alinéa 2 du Code général des impôts, afin de limiter l'obligation de notification à laquelle sont tenus les intermédiaires qui sont soumis au secret professionnel au regard de certains dispositifs présentant un caractère potentiellement agressif. Donc l'article 120 de la loi de finances pour 2024 modifie l'article 1649 grand A AE, grand A quatrièmement alinéa 2 du Code général des impôts, afin de limiter l'obligation de notification à laquelle donc, sont tenus les intermédiaires soumis au secret professionnel au regard de certains dispositifs présentant un certain caractère potentiellement agressif. Cette évolution de la DAX6 a fait donc un certain nombre d'évolutions de jurisprudentielles, et notamment au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait invalidé donc l'article bis ter cinquièmement de la directive DAC6 au regard du droit au respect de communication entre l'avocat et son client, qui est garanti par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Également le Conseil d'État, qui méconnaissait également donc,
les dispositions donc précitées de la Charte de l'Union européenne. Voilà, donc ça a été donc modification de cet article d'Axis qui a fait l'objet d'une nouvelle rédaction du fait de condamnation au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc désormais, conformément donc à l'article 1649 AE, grand 1, quatrièmement du Code général des impôts, afin de préciser qu'un intermédiaire soumis au secret professionnel n'est désormais tenu à la modification de l'obligation déclarative qu'au seul intermédiaire ayant la qualité de client. Il résulte de la nouvelle déclaration de l'article 1649 AE du Code général des impôts que pour que l'intermédiaire tenu au secret professionnel ne puisse échapper à son obligation de notification à un autre intermédiaire, son client doit avoir lui-même la qualité d'intermédiaire dans le dispositif transfrontalier. De même, conformément à l'article 1649 alinéa 1 grand A quatrièmement du Code général des impôts, l'intermédiaire soumis au secret professionnel reste tenu de notifier son obligation déclarative au contribuable concerné en l'absence d'autres intermédiaires. Également, au niveau européen, donc, nous avons une modification en termes de prix de transfert. Donc, modification avec l'abaissement du seuil de l'obligation documentaire en premier lieu. En effet, c'est l'article L13 grand AA du livre de la procédure fiscale qui impose l'obligation de tenir à la disposition de l'administration fiscale une obligation sur les prix de transfert au premier jour du contrôle est désormais modifié, dans la mesure où le seuil qui est de chiffre d'affaires avec cette obligation déclarative est passé de 400 millions d'euros à 150 millions d'euros, afin d'élargir les entreprises qui vont être soumises, concernées par les prix de transfert, et d'accroître la transparence sur la politique des prix de transfert. Ce nouveau seuil est désormais donc applicable à compter du 1er janvier 2024. Également, autre réforme, c'est la notion d'opposabilité de la documentation prix de transfert. En effet, l'article 57 du Code général des impôts est modifié, visant à rendre opposable la documentation aux contribuables pour les exercices à compter du 1er janvier 2024. Et cet ajout crée une présomption simple de transfert indirect de bénéfices à l'étranger lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration fiscale. Le contribuable pourra alors combattre cette présomption en démontrant par tout moyen l'absence de transfert par majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente. En conséquence, le contribuable devra justifier la politique des prix de transfert, de justifier le taux qu'il a appliqué dans le cadre de l'achat de biens ou la vente, que ce soit la prestation de services, d'achat de biens matériels, de prêts intra-groupe, etc., etc. Donc, il va devoir justifier la politique qu'il utilise et la méthode qu'il a appliquée pour les prix de transfert, pour les transactions relatives aux prix de transfert. Nous avons en conséquence une augmentation du palier des sanctions pour non-représentation de la documentation.
L'amende minimale qui était de 10 000 € auparavant est augmentée à 50 000 € par exercice vérifié en premier lieu. Également, amende qui passe à 5% des montants rectifiés sous le fondement de l'article 57 du Code général des impôts. Et encore une fois, donc, l'objectif, c'est de renforcer les sanctions contre les groupes multinationaux qui ne documentent pas correctement leur prix de transfert et la méthode qui est appliquée. Des questions? L'article 155A également du Code général des impôts est modifié. Donc, le champ d'application de l'article 155A relatif aux rémunérations de services versés à l'étranger est étendu aux sommes versées en contrepartie de l'exploitation commerciale des droits attachés à l'image, au nom ou à la voix de l'usage des droits d'auteur ou de la propriété industrielle et commerciale. Et un délit autonome de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale a été créé également à l'article 13. Également, donc il faut faire attention pour nos clients, méfiance, l'administration fiscale se donne le droit de nouvelles investigations sur Internet. En effet, les agents des impôts peuvent désormais procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur Internet. Et pour cela, le Code général des impôts, donc cette loi, précise désormais quelles sont les conditions qui permettent aux agents de procéder à ces enquêtes dites actives sous pseudonyme. L'enquête, qu'elle soit active ou passive, doit être menée pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements suivants. Défaut de déclaration, je cite, en cas de découverte d'une activité occulte ou s'agissant d'un taxe d'aménagement, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation, en cas d'insuffisance de déclaration délibérée ou liée à un abus de droit ou à des manœuvres frauduleuses, en cas de défaut de déclaration de compte ou de contrat d'assurance vie, ou assimilé détenu à l'étranger, ou également dans le cadre de trust, entraînant une majoration de droits. Également, lorsque vous disposez de biens ou de sommes d'argent qui entraînent une activité illicite qui donne lieu à une présomption de revenus. Néanmoins, pour que les personnes soient habilitées à exercer donc, ces investigations sur Internet sous pseudonyme, ils doivent être gradés, donc ça doit être des cadres A, et ils doivent être au moins contrôleurs. Et bien sûr que les échanges avec les internautes vont être strictement encadrés. Les interventions, donc, comme précisé ci-dessus, sont limitativement énumérées afin de ne pas éviter d'abus de droit de la part de l'administration. Les dispositifs de protection de l'identité des agents de l'administration est quant à lui assoupli. Et nous avons également les aviseurs fiscaux, réformes, sont désormais donc indemnisés et cela est pérennisé, c'est l'article 123. Pour finir, nous avons les autres mesures fiscales. Nous avons le mécénat qui est étendu aux organismes concourant à l'égalité homme-femme. En effet, donc les dons aux organismes concourant à l'égalité entre les hommes et les femmes ouvrent droit désormais aux réductions d'impôts qui sont prévues en faveur des dons à certains organismes d'intérêt général. Et enfin, on termine notre dernier slide
et on aura fait midi, c'est ce que je pensais qu'on aurait pour 1h40 là, de formation, de rappel sur la loi de finances. Une actualité européenne et internationale, c'est le fameux BEFIT. C'est une proposition de directive au niveau de l'Union européenne qui a été publiée le 12 décembre 2022 pour réduire les coûts de mise en conformité pour les grandes entreprises opérant dans plusieurs États membres. Et ce sont des propositions qui sont inspirées des piliers 1 et 2 de l'OCDE. Voilà, là, au niveau européen, ce que l'on peut dire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, vous avez vu cette loi de finances, des, voilà, un certain nombre de mesures qui ont un impact, surtout au point de vue des particuliers par rapport à la dette de restitution dans le cadre d'un quasi usufruit de don de somme d'argent, également des mesures fiscales par rapport à l'IFI, également des mesures également par rapport au seuil d'abattement relatif à la location meublée qui voilà, qui a volonté de s'harmoniser, de s'unifier avec le régime applicable au micro foncier, qu'un abattement désormais de 30% dès lors que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 15%. Un certain nombre également de mesures au niveau de la TVA, avec notamment la lutte contre le dropshipping qui est insérée. Désormais, celui-ci sera redevable de la TVA dès lors que les conditions, dès lors que ça s'aperçoit que ça a été d'une volonté de faire de la fraude et de l'évasion fiscale internationale. Une mesure également particulièrement étonnante concernant la fin de l'exonération d'impôts sur les jeunes entreprises innovantes qui ont été créées a posteriori du 1er janvier 2024. Réforme également en matière d'obligations déclaratives extrêmement importante par rapport au prix de transfert, dans le seuil concernant les obligations déclaratives liées à la documentation des prix de transfert passe de 400 millions d'euros à 150 millions d'euros. Également, la possibilité désormais qui est actée pour les agents de l'administration fiscale de pouvoir faire des investigations sur Internet sous des pseudonymes. Voilà, donc une actualité au titre de la loi de finances pour 2024 qui est particulièrement riche et qui est particulièrement intéressante. Ben, merci Nicolas. Voilà. En pile 2 heures, c'était très bien. Je vais arrêter l'enregistrement, vous souhaiter un bon appétit et une bonne journée, et puis on continuera cette nouvelle saison de l'école de la fiscalité tout au long de l'année 2024 avec Nicolas ou d'autres intervenants. Voilà. Merci à vous. Hop, j'arrête l'enregistrement.